pour toutes les familles, pour toutes les victimes, pour tous les blessés. Pour tous les blessés. Je savais que c'était dur, mais vous avez des images que je n'ai pas vues. Donc je me rends compte de la chance que j'ai eue et je réalise aussi que beaucoup ne l'ont pas eue. Et vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui reste dans votre esprit après avoir subi tout cela? Vous vous rappelez de quoi? De plein de choses. Maintenant, ça dépend à l'instant. Lors de l'impact, vraiment. Oui. Voilà, lors de l'impact, je croyais que j'étais parti. J'étais sûr de partir. Parce que mon wagon s'est renversé de mon côté. Et je me suis retrouvé tout près du sol traînant. Et je me suis dit, c'est les rails, quelque chose va ouvrir le wagon, ça va te foudroyer le ventre, ça va te décapiter. Enfin, c'est bon, mon gars. Donc, Jésus et Dieu ont été les stars à cet instant-là. Tout le monde les interpellait très fort. Du Seigneur, aide-moi, Jésus, tout ça. Vous avez entendu des gens crier dans Oui, crier, appeler au secours, Seigneur, mon Dieu. Toutes les, comment on dit ça, toutes les exclamations que vous pouvez deviner quand il y a un danger. Et moi, je me disais, ok, tu ne vas pas forcément demander à vivre, tu vas demander à ce que ça se passe bien. Donc, je disais, Seigneur, prends le contrôle. Et après, j'ai eu une grosse pensée pour les miens. J'ai eu une pensée. Est-ce que vous avez vu le fait venir, je peux le dire comme ça? Oui, je me suis réveillé 5 minutes avant l'impact, maximum. Vous dormiez? Je dormais, j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin. Dans le train, oui. Et je voulais aller prendre le bus, en fait, de 7 h. Et juste à 10 minutes du démarrage, l'hôtesse nous dit non, même ceux qui sont partis à 5 h du matin n'ont pas avancé, allez au comptoir, on vous remet vos sous, vos tickets. Et évidemment, la seule solution, enfin, c'était Camaraï. C'est vrai qu'il y a aussi l'avion. Et puis on a tous couru là-bas, on a bataillé tous pour avoir des tickets. Il y avait du monde à la gare. C'était énorme, j'ai jamais vu ça. J'avoue que j'ai essayé de faire ma star en appelant quelques relationnels. Grand frère, j'ai moi ça, m'a dit non, petit frère, je peux pas. Vraiment, c'est chaud, toi-même tu dois aller. Donc on a fait 1 h 30 environ dans les rangs, c'était énorme. Et même quand on a eu les tickets pour rentrer, vraiment, il fallait se bousculer. Il y avait, enfin, j'imagine tous ceux qui ont voulu prendre des tours des agences de Yaoundé, même ceux qui avaient leur véhicule, avaient abandonné. Et vous êtes donc assoupi dans le train, oui. On s'est retrouvés au niveau du quai, c'était tranquille. Oui. Ils sont arrivés, on a vu comment ils ont joint les wagons pour avoir plus, je crois. Oui, parce qu'il y avait une forte affluence. On était contents. On s'est dit, ok, d'accord, ils ont compris qu'on est nombreux et puis ça. Et puis on est monté, c'était bien ordonné, contrôle comme d'habitude. Et je me suis endormi 10-15 minutes après. Enfin, je ne me souviens même pas de la traversée des rails de Bobogo, je crois. Et après, je me suis réveillé, j'avais faim, il y avait le sandwich et puis l'eau habituelle, j'ai tout avalé. Et j'ai reconnu un camarade de la cité U, Kiki. Je me suis retourné, on a commencé à se vanner, tu m'abandonnes et compagnie. Et il y avait l'hôtesse qui passe souvent avec les thés, les friandises, tout ça. Et je lui ai dit, maman, tu me fais un thé s'il te plaît. Elle a lambiné un peu. La mère ici, c'est comment avec toi, non? Fais-moi mon thé. Et 5-10 secondes après, le train est parti d'un côté. Il a vacillé. Oui, comme un bus qui fait un dépassement pas normal et à toute vitesse. Tout le monde a fait hey! Vraiment, quand vous imaginez un conducteur, mais c'est comment avec le chauffeur là? On est allé comme ça. Moins de 2-3-5 secondes après, pareil de l'autre côté. Et c'était la fois fatale. Et on s'est retrouvés là. Et voilà. C'est là où il y a eu l'impact en fait. Alors, on va poursuivre dans votre récit tout à l'heure le temps de prendre ces éléments qui nous ont été fournis par la rédaction, une grande mobilisation de Canal 2 International ce jour, notamment dans les hôpitaux. Vous allez bien, ça se voit, le visage, quitte à ce que le médecin dise plus tard avec des examens approfondis. Mais là, dans les hôpitaux de Douala, c'était pas la même chose. Et Toulou et Langa, le gouverneur de la région du littoral a fait un tour dans ces hôpitaux. Samuel Iva Dibois, il a vu quoi là-bas? Bonsoir déjà. Alors je vais dire que c'est une journée marathon pour le gouverneur de la région du littoral.
Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des patients qui ont donné de l'espoir, qui ont permis aux familles d'espérer que le bilan allait cesser de s'alourdir. Parce qu'il faut dire qu'ils sont arrivés par vingtaine depuis hier soir. Ils ont été accueillis dans pas moins de 3 hôpitaux, principalement l'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, mais également l'hôpital La Quintini. Alors on sait très bien qu'en termes de chiffres, parce que je vais essayer d'évoquer quelques chiffres, l'hôpital général de Douala a accueilli 59 blessés, dont 10 ont été opérés avec succès selon les autorités sanitaires que nous avons trouvées sur place. L'hôpital La Quintini de Douala a accueilli le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de victimes avec 84. C'est le quota qui nous a été avancé. Mais aujourd'hui, Carole, il faut dire qu'ils ont été libérés progressivement parce que, en fait, ce n'étaient pas des cas aussi alarmants que ça. On peut d'ailleurs les voir sur ces images. Le gouverneur de la région du littoral avait dans sa suite le préfet du département du Vouri et le délégué régional de la santé publique qui sont venus rassurer toutes ces personnes qui ont été secourues depuis Ezeka. Ce sont les premiers secours qui ont permis à toutes ces personnes de la capitale économique du Cameroun. Et si la réalisation nous le permet, il y a certaines victimes qui ont tenu quand même à s'exprimer et nous faire part de leur état d'esprit. Ça va pour moi, je pense que mon état de santé, ça va. Mais je ne peux pas me mettre à vous raconter tout ce qui s'est passé. Ben, ça va bien. Parce que moi, je n'ai pas eu un problème spécial, quelques égratignures au bas de l'œil, sur la paume de main et puis sur le tibia. Au niveau des tunnels, le locomotive fumait beaucoup et ça nous étouffait à l'intérieur. Donc, juste à l'entrée de la gare, nous nous sommes retrouvés dans le wagon. On a vu sur ces images le gouverneur de la région du littoral qui était donc sur le site. Ce serait dommage qu'on ne l'écoute pas, Cathy, mais on va le temps pour nous de dire qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement ces autorités qu'on a vues au chevet des personnes accidentées dans cet hôpital. Voilà, le gouverneur de la région du littoral lui-même a tenu à dire qu'il était juste question d'abord de faire état de la situation, de voir à quel niveau la prise en charge était exactement effectuée dans ces hôpitaux. Il a été rassuré par tout le personnel qui s'est fortement déployé avec une célérité que nous avons observée et que nous observons assez rarement dans le cas des sinistres, surtout que la plupart des victimes venaient d'assez loin. Nous déplorons déjà que dans le lot qui est arrivé au niveau de Douala, qu'il y ait eu un décès à une des structures hospitalières que vous connaissez bien. Mais de manière générale, nous saluons cette promptitude de la réaction des médecins vis-à-vis des blessés sans demander quoi que ce soit. Ils ont été tous pris en charge. C'est rassurant, Kopo, d'entendre ce discours du gouverneur qui, j'imagine, représente le gouvernement au chemin de ces victimes. Je ne sais pas, quand on est sorti, que j'ai pris mon téléphone, j'essaie de rassurer les miens. Évidemment, comme tout le monde était au téléphone. Et j'ai pas vu, c'est ce que j'ai déploré quand même. J'espère que pour l'avenir, la caméra s'attellera à avoir des espèces d'équipes, même si elles sont réduites de 2 ou 3 personnes. Parce que hier, quand j'étais debout, quelqu'un est venu me dire monsieur, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai dit non, ça va bien, asseyez-vous. Vous n'êtes pas sûr, j'ai pas vu de badge, pas d'écharpe, rien. Vous ne saviez pas qui s'adressait à vous. Voilà, elle me parle en vertu de quoi donc. Maintenant, les médecins, je ne les ai pas vus. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas là. Mais vous ne les avez pas vus, c'est très important. Voilà, ils n'étaient pas vus, mais j'ai plus vu la population vraiment courir, la solidarité, les gens qui savaient qu'il y avait d'autres personnes en danger. La gendarmerie des ECA aussi a fait un énorme travail, vraiment. Mais les populations surtout, les gens venaient nous secourir, nous aider, et c'était, voilà quoi. Et justement, après, quand cela se passe comme ça, comment vous faites pour allier Douala ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus? J'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a déjà appris que tu es là. Monte, tu cherches ma voiture. Tout simplement. Il n'y a pas une organisation pour acheminer les victimes vers... J'ai envie de donner son nom pour lui dire merci. Peut-être. Il s'appelle Joshua aussi.
C'est bien l'honorable député de Vouri Centre. Mais il y avait une agence en face de transport qui a fait des bonnes affaires malgré elle. Tout le monde voulait rallier Douala. Moi-même, avant son coup de fil, j'étais là, je voulais rallier Douala. Mais c'était écœurant, c'était horrible. Il y avait des gens couchés du sang, des gens qui pleuraient. C'était pas agréable du tout. À quel moment la prise en charge des victimes s'organise sur le site? Est-ce que vous avez pu voir ça? À quel moment les autorités sanitaires se déploient, le personnel de l'agence, du concessionnaire Camrail? À quel moment est-ce qu'on vous approche pour dire, écoutez, monsieur, voilà comment vous allez pouvoir sortir du site? Est-ce qu'il y avait ce type d'organisation? Moi, personnellement, personne ne m'a dit ça. Je ne sais pas si on a dit ça à des gens. À moi, non. Je suis parti de là parce que je voyais des gens prendre une voie et aller de l'autre côté. Et comme l'information est allée rapidement au niveau des médias, j'ai commencé à être appelé par vous, par Suite FM, par tous les autres. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai commencé à faire le reporter malgré moi. Voilà. Et donc pendant ce temps, il y avait... J'ai pas pu voir après. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous avez des images que j'avais pas. Oui. Parce que le site est grand aussi. Ouais, qu'on m'a raconté, mais j'étais un peu sceptique en disant, bon, les gens, il y a soit récupération en haut, récupération en bas. Mais là, c'était clair, c'est palpable, ça ne se discute pas. Et je me rends compte vraiment de la chance que j'ai eue et je dis vraiment, je suis très très mal pour les autres. La route étant donc bloquée, la voie ferroviaire accidentée, ne reste plus que les airs, puisque ces moyens de transport ralliés généralement Douala à Yaoundé. Mais Captain Moukouri, vous étiez avec Donald Chunga ce jour à l'aéroport international de Douala. Est-ce qu'il y avait de l'affluence? Il y avait bien évidemment beaucoup plus de monde que d'habitude qui cherchait à obtenir un billet d'avion pour la ville de Yaoundé à l'aéroport international de Douala. D'après les responsables de la compagnie nationale Camarco que nous avons rencontrés sur le terrain, ils étaient plus nombreux qu'hier comparé aux images que vous avez. Certaines personnes ont passé la nuit à l'aéroport pour être placées dans des vols de ce jour. Ils nous ont dit ce sont en majorité des gens qui se sont heurtés à l'incapacité de gagner la ville de Yaoundé par la route et par la voie ferroviaire. On a rencontré sur le terrain des voyageurs qui sont à près de 200 à 50 000 francs de dépenses suite aux nombreux désagréments qu'ils ont subis dans la journée d'hier. Et la phrase qui revient très souvent, c'est « on n'a pas le choix, c'est le seul moyen ». Nous avons rencontré notamment deux étrangers, Eric Kabata et Mensa Akomed, qui viennent respectivement du Bénin et du Togo. Comme de nombreux Camerounais, ils ont vécu la mésaventure d'hier. Je vous propose de suivre quelques réactions de ces personnes qui n'ont pas eu d'autre choix que de prendre les airs pour regagner leur ville, le Yaoundé. On se retrouve à l'aéroport de Douala parce qu'on revient d'un atelier sur l'environnement et dans le programme, il est prévu qu'on passe quelques jours à Yaoundé. Mais malheureusement, dans notre planning, nous avons prévu prendre le bus hier. On est parti à la station de bus et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu l'affaissement de la voie quelque part. Moi, à mon niveau, j'ai quitté Lomé pour Douala et dans mon chronogramme, je devais passer quelques jours à Yaoundé avant de revenir pour mon vol à Douala. Mais là, je me suis retrouvé à modifier 2 fois déjà mon billet, ce qui m'a un peu coûté par rapport aux pénalités. Et là encore, à chaque fois que je modifie, il faudrait que je fasse des pénalités de 50 000 francs. Il faut dire que c'est tout à fait difficile, très très difficile, puisqu'on devait voyager par train, d'abord par le bus, avec le problème qu'on a eu. Aujourd'hui, on est à l'aéroport et c'est très très difficile. Je n'ai pas eu le choix de prendre un autre moyen de transport. C'est fermé partout. Camrail et la route l'incident qui s'est produit hier. Donc, je n'ai pas le choix. J'ai un rendez-vous très important lundi matin. Je n'ai pas le choix. Je dois repartir sur Yaoundé, la route, ça ne marche pas, le train ne passe pas, donc il ne restait plus que le vol. Et comme je devais absolument partir, je devais partir. Et il y a eu beaucoup de désagréments parce qu'on devait voyager à 11h30 et là, c'est à 11h et c'est à 14h30 qu'on fait les opérations d'embarquement. Donc, non, c'est plutôt le temps, les désagréments, là, c'est ça qui est embêtant. Et vous avez rencontré aussi plusieurs personnes, puisque l'un des intervenants parle de la longue file d'attente pour partir à temps de Douala. Est-ce que la compagnie gère cela?
Les responsables de la compagnie disent faire tout ce qui est en leur possible pour faciliter cela aux Camerounais. Actuellement, la compagnie a maximisé les vols entre Douala et Yaoundé avec une flotte qu'on sait déjà pas assez conséquente, mais la compagnie ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle offre en ce moment à cause de la réglementation, aussi des règles de sécurité qui leur empêchent un certain nombre de vols, notamment à l'équipage. Camerco a à sa disposition juste 2 avions, un MA60 et le Boeing 737 d'une capacité de 125 places pour le 737 et 45 places pour le MA60. Hier, il y a eu 7 vols entre Douala et Yaoundé, 6 vols pour la journée d'aujourd'hui. 6 sont également prévus pour demain et dans les jours à venir. Le représentant de la compagnie pour le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest nous a apporté quelques éclairages sur le dispositif que la compagnie a mis sur place. À sa suite, vous entendrez une hôtesse à bout de souffle vous expliquer comment depuis ce matin et que depuis hier, il y a une grande affluence à l'aéroport international de Douala. Afin de permettre donc aux Camerounais de continuer de voyager en toute sécurité, Camerco a mis sur pied un pont aérien entre Douala et Yaoundé qui consiste à faire un vol en moyenne toutes les 2 heures. Et bien évidemment, en fonction des contraintes techniques et réglementaires, on peut avoir des petits retards, mais nous attelons à le faire convenablement. Et dans cette perspective aussi, nous avons mis des tarifs spéciaux en place pour que l'avion soit accessible à un maximum de Camerounais qui veulent voyager. Donc nous avons un tarif aller simple sur Yaoundé qui est assez abordable à 25 000 francs et les tarifs aller-retour déjà à partir de 30 000 francs. Donc ça c'est pour permettre à tous les Camerounais de voyager en toute sécurité et avec moins d'efforts financiers. Donc là c'est la participation de Camerco à cet événement et nous pensons que nous pourrons faire mieux parce qu'en ce moment nous avons un certain nombre d'appareils qui ne sont pas en état d'exploitation et en fonction de leur remise en service. Et Camerco va certainement densifier ce pont aérien pour qu'il y ait un peu plus de vols. Pour l'instant, nous avons 2 avions, un Boeing 737 et un MA60, qui font en moyenne 5 vols par jour. La densité du travail est réellement considérable. Je suis là depuis exactement à 8 heures. Nous sommes programmés 8h, 18h, mais nous n'avons pas eu une minute de repos pour pouvoir déjeuner, voire même prendre un petit repas à cause de la densité du travail. Et sur le site ? Il faut préciser, Carole, que les prix sont passés de 41 000 francs CFA à 30 000 francs CFA pour un aller-retour entre Douala et Yaoundé. Une somme, cependant, qui demeure difficile à payer pour une population habituée à payer entre 2 000 francs et 3 500 francs pour rejoindre soit Douala, soit Yaoundé. Merci Aimée Catherine Moukouri pour toutes ces informations. Alors il faut bien revenir à l'origine, Kopo. C'est bien parce que la route s'est effondrée que vous vous êtes trouvé obligé d'aller prendre le train. C'est vrai que vous prenez le train habituellement, mais cette fois-ci, c'est cet effondrement de route qui vous a amené dans le train. Oui, parce que le premier voyage de la Camaraï, quand on part de Yaoundé, je crois qu'il est à 10h, il est à 10h30. Oui. Alors que le premier bus, il est à 5h. Donc je voulais prendre le 7h parce que j'avais rendez-vous ici à Douala à midi. Et en allant prendre le train, voilà, j'avais déjà repoussé le rendez-vous. Et on est des milliers comme ça. Ouais, on est des milliers à l'avoir fait. Même si je vais quand même dire que c'est pas parce qu'il y a eu l'accident hier qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de choisir entre le train et le bus à 7h, là, j'ai toujours pris le train. J'ai toujours pris le train et maintenant, c'est peut-être pas beau de le dire aussi, mais dès que les choses vont s'arranger, je ferai toujours confiance aux deux. Et justement, on va aller à Yaoundé, puisque je vous ai annoncé en début de cette édition spéciale que nous serons en duplex de Yaoundé avec Rodrigue Tongué et ses invités pour parler de cet autre événement, cet autre drame qui est survenu sur le territoire camerounais dans la journée d'hier, vendredi. Nos équipes sont reparties une fois de plus sur le site de Magnin et à Matom pour suivre où est-ce qu'on en est avec ces travaux sur la buse métallique qui s'est effondrée de ce côté-là. Bonsoir Rodrigue Tongué.
Bonsoir Carole, bienvenue à tout le monde ici à Yaoundé qui porte le deuil, vous l'avez signalé. Yaoundé porte le deuil depuis les événements d'hier, consacrés vendredi noir dans le Cameroun par l'opinion et à la suite desquels le président de la République a pris un décret faisant de lundi prochain, la journée de lundi prochain, journée de deuil national, c'est-à-dire que, en thème simple, c'est-à-dire que lundi, tous les drapeaux seront en berne. Comme vous l'avez indiqué, je reçois sur ce plateau deux invités pour commencer les premières mises en perspective de ces événements malheureux. Je reçois Martial Missimikim. Vous êtes le président de Sécurroute. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je signale que vous étiez sur la route. Tout à fait, nous avons supervisé les événements depuis hier. Nous étions sur le terrain depuis 7 heures jusqu'à 13h30 où la route a été libérée. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé à Matombe. Avec en face de vous, professeur Yimgeng Moyo, président de l'Ordre des urbanistes, professeur à l'école polytechnique de Yaoundé, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Vous portez tout aussi le deuil. Oui, c'est la circonstance. Je suis un peu choqué parce que tout ce qui nous arrive actuellement est regrettable, mais je pense qu'il y a des choses qui sont prévisibles et c'est pour ça que ça fait mal. Nous allons tout de suite prendre le ministre Mbengor qui a accordé une interview exclusive à Canal 2 International. Il était au micro de Jean-Bruno Tagne cet après-midi même. Les premières confessions du ministre, disons-le comme ça, avant un retour ici sur le plateau pour les premières mises en perspective, comme j'indiquais tout à l'heure. Et du drame du déraillement, sans commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est que aux premières heures de la matinée d'hier, la route s'est effondrée au point kilométrique 68 de l'axe Yaoundé-Douala, interrompant définitivement la circulation. Il faut que dans le même temps que les activités au Cameroun ne s'arrêtent pas. Camrail, pour ce qui la concerne, a décidé d'ajouter 8 voitures au train habituel pour augmenter la capacité d'emport. Camrail prend cette décision en interne et compte tenu de leurs contraintes techniques. Là aussi, ce n'est pas le ministre qui prend la décision. Le ministre donne une orientation générale et chacune des compagnies prend des décisions opérationnelles qui sont conformes et qui respectent leurs normes techniques. Je vous redis que d'abord, cette décision a été prise par les responsables de Camrail. Bon, vous savez, pour moi, qui suis le ministre des Transports, représentant du gouvernement, je n'ai pu que me féliciter de cette décision parce que je pars du principe que s'ils augmentent le nombre de wagons, c'est parfaitement compatible à leurs contraintes techniques. Moi, je ne suis pas un technicien. Et je m'en félicite parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous ceux qui devaient prendre la route puissent trouver une solution alternative. Vous comprenez? Tout à fait. Bon, donc, et puis, il n'est pas nécessairement déjà dit, au stade où nous en sommes, que c'est le fait d'avoir ajouté les wagons qui est à l'origine du déraillement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant 8 heures du matin, je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle d'un déraillement était déjà en circulation, y compris dans les réseaux sociaux. Et pour soutenir cette information, pour lui donner un caractère de vraisemblance, il y a une image qui était associée, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, et qui a finalement été identifiée comme les images du déraillement qui avait eu lieu en août 2009. Donc, à ce stade, nous sommes dans la désinformation et l'intoxication. Il n'y a pas de déraillement. Et c'est précisément les responsables de Camrail qui insistent pour que, comme je devais intervenir au journal à 13 h, que je puisse démentir cette information. Ce que je fais.
je suis appelé dans le courant du journal de 13 heures. Je rends compte des mesures prises au niveau du ministère des Transports pour assurer la mobilité, la fluidité des personnes et des biens. Et je saisis l'occasion pour démentir l'information relative à un éventuel déraillement du train. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la même heure, c'est-à-dire à 13h00, le déraillement se produit effectivement à Ezeka. Donc pendant que moi je suis aux antennes pour démentir des informations qui circulent depuis avant 8 heures du matin, coïncidence malheureuse ou fortuite, le véritable déraillement se produit à 13 heures. Nous étions à Ezeka, on comptait 55 morts, 575 blessés, dont beaucoup en état d'urgence médicale absolue, c'est-à-dire celle des personnes dont le pronostic vital était engagé. Et il y avait également 14 personnes qui étaient incarcérées dans les wagons qui avaient été renversés dans les ravins. Et lorsque j'ai donné ce bilan hier, j'avais pris la précaution de préciser que c'était un bilan provisoire qui était susceptible malheureusement de s'alourdir. D'abord par le nombre des personnes qui étaient très grièvement blessées et également par la probabilité que des personnes se retrouvent en dessous des wagons qui devaient être relevés. Donc c'est un bilan qui j'en suis persuadé, qui va quand même un peu évoluer. Nous venons là d'écouter le ministre Edgar Alain des Transports. Réaction Yimgem Moyo avant de recevoir ici Denise Nafa, qui était dans ce train et qui va nous faire son témoignage sur ce plateau en direct. Yimgem Moyo, réaction. J'ai suivi monsieur le ministre des Transports, ses arguments, mais je vous avoue que je ne peux pas le contredire ou infirmer ce qu'il dit. C'est vraiment à Kamraï Kamraï aurait dû être là pour affirmer ou infirmer ce que dit monsieur le ministre. Je ne pense pas dire plus. Martial Missimikim. Oui, j'ai suivi le ministre avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'émotion d'ailleurs. Il se justifie la démarche qui a été entreprise face à la situation de crise. Et pour ce qui nous concerne, nous pensons que quel que soit le nombre de morts, il s'agit d'une catastrophe. Et nous devons nous mobiliser pour d'abord prendre en charge les victimes, faire le deuil, éviter que ça ne se reproduise plus. Alors, Denise Nafa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous aviez pris le chemin de Douala par train, le train 152 de Kamraï, mais vous n'avez pas atteint la terre promise pour parler, pour dire les choses peut-être trivialement. Oui. Mais vous êtes revenu à Yaoundé. Comment ça s'est passé? Ça a été très traumatisant, mais il faudrait bien que je sois parmi les personnes qui témoignent des faits. Tout a commencé à 9h. Quand je suis arrivée à la gare, parce que moi j'avais prévu effectivement de partir à Douala par train. Donc il était question que le train parte à 10h. Donc c'est à 9h que je suis arrivée à la gare. J'étais pas seule, j'étais avec 2 personnes. Bon, on a constaté qu'il y avait tellement de monde, mais on savait déjà que bon, il y a eu un problème sur la route l'Axelo. Donc moi je me disais, si on trouve les gens, ça va pas m'étonner parce que bon, les gens vont certainement trouver le train comme le seul moyen de transport à l'heure actuelle. Parce qu'en avion, c'est pas évident. Donc on arrive, on trouve un monde fou et entrer à l'intérieur de la gare n'a pas été facile. Mais nous y sommes parvenus. Nous sommes entrés dans le train, dans le wagon, je ne sais plus quel numéro c'était, j'ai oublié. Oui, donc, mais je sais que on était vraiment au beau milieu. Donc quand on entre, on prend place et le voyage commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. J'ai d'ailleurs fait une remarque à mon ami avec qui j'étais. Je lui ai dit, mais
Pourquoi est-ce que le train va lentement par rapport aux autres fois? Je ne comprends pas. Bon, elle m'a dit peut-être qu'ils ont décidé de réduire les vitesses. Donc tout allait bien. Nous avons traversé le ravin. Il y a un ravin de 5 mètres, je ne sais plus comment on l'appelle. Et c'est à ce moment où tout a basculé parce que bien avant même, il y a une odeur forte qui se dégageait, une odeur de brûlé et tout. Et on a fait la remarque, on a posé la question, on s'est posé la question, mais pourquoi c'est quoi cette odeur? Bon, quelques personnes nous ont rassurés qu'il n'y a rien, c'est d'ailleurs comme ça, c'est habituel. Mais pour moi, je trouvais ça déjà pas normal parce que moi, je suis une habituée de train, donc je sais exactement comment est-ce que le train fonctionne. Donc, je trouvais ça pas normal. Et donc, à un moment donné, parce qu'il y avait à l'intérieur des passagers qui n'avaient pas payé tout de suite. Donc, il y a des personnes qui sont venues, qui étaient en train de prendre l'argent de ces passagers-là qui n'avaient pas payé. C'était le recouvrement. Voilà, exactement. Donc, c'est donc à ce moment que nous traversons donc le ravin de 5 mètres là. Et quelques minutes après, on traverse un virage. Et le virage, c'est là où le train a commencé à vraiment accélérer. Donc le virage nous a fait basculer. Et quand on a basculé comme ça, le temps qu'on s'étonne de la vitesse soudaine, un autre virage. Et après, dans ce virage-là, le train a commencé à aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, en allant vraiment vite, à une vitesse vraiment que je ne saurais expliquer ici. Et tout de suite, donc, les gens ont commencé à paniquer. Les gens criaient dans le wagon et tout. Et après, bon, on a senti comment le train est en train de dérailler, de sortir du chemin de fer. Et puis, moi, j'étais de l'autre côté. Donc, le train est parti comme ça. Donc, je me suis retrouvée en train de voler. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Et j'étais coincée parce qu'il y a des personnes qui sont tombées sur moi. Vous êtes partie d'une colonne à l'autre. Exactement. Donc à ce moment-là, vraiment, j'ai cru que je savais que c'était la fin parce que je n'avais jamais vécu ce genre de situation. Mais le wagon s'est arrêté à un moment et là où les gens commençaient à crier au secours, au secours. Donc, entre-temps, bon, j'étais bloquée, je n'arrivais pas à respirer. Donc, j'étais en train de crier, je me débattais comme je pouvais. La chance que j'ai vraiment eue, c'est que mon voisin, celui qui était assis à ma droite, il m'a repéré et lui, il s'était déjà levé. Donc, il m'a demandé de prendre sa main et j'ai pris sa main. Donc, il s'est accroché sur son siège. Il m'a tiré. Donc, je suis sortie. Quand je suis sortie, j'étais pieds nus. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de chercher une fenêtre, parce qu'il y a la fenêtre d'en haut, puisque le wagon était complètement retourné. Donc j'ai voulu ouvrir le truc, et ce qu'il fallait ne pas faire. Donc il m'a tout de suite arrêté et il m'a demandé de me calmer. Donc je me suis calmée et bon, on voyait de l'eau sortir. Moi, personnellement, j'ai pris peur parce que je me suis dit que c'était peut-être de l'essence et que bon, j'ai commencé à m'affoler un peu, oui. Donc à ce moment-là, on a découvert un chemin de secours. Je ne sais pas où on a cassé quelque chose devant. On nous a demandé de passer. Et il fallait escalader forcément. Donc là, il n'y avait pas moyen. J'étais pieds nus. J'ai juste eu le temps de prendre mon sac. Mon ami et mon collègue qui était avec moi, nous sommes allés tout droit et on a quand même réussi à sortir. Donc en sortant, bon, les gens il y avait l'affolement, les gens criaient de partout, on voyait des gens blessés. Et bon, comme je n'avais plus tous mes sens, bon, on m'a demandé de m'asseoir parce qu'il faisait soleil. Donc je suis descendue, je suis allée, il y avait un bar en bas. Donc je suis allée m'asseoir parce que j'avais mal à la tête, j'avais des douleurs au dos. Et quelques minutes après, on nous a appris qu'il y avait des morts. Des morts, et après... Dans votre voisinage immédiat, dans le wagon, il n'y a pas de mort? Vous n'avez pas enregistré de mort? Non. Et vous êtes revenu à Yaoundé comment, rapidement? Bon, je suis revenue, j'ai appelé à Yaoundé parce que sur le champ, il était question que j'allais à Douala pour une émission. C'est comment de Joyce, voilà. De Joyce, qui est la directrice du programme Canal 2 qui tout de suite, j'étais tellement perturbée qu'à ce moment précis, je n'ai plus eu envie de continuer. J'ai voulu rentrer, retrouver ma famille vraiment parce que tout le monde était vraiment dans... Donc j'ai appelé à Yaoundé, j'ai demandé à quelqu'un de venir m'attendre au niveau avant le pont là qui s'est, voilà. Donc, avant la bus qui s'est affaissée venant de Maniaï, Yaoundé, oui. voilà. Donc nous avons dû marcher pour arriver à une station où il y avait un véhicule qui faisait le clando qui nous a amenés à Boumiébel. Donc c'est à Boumiébel. À Boumiébel, on a pris une autre voiture qui nous a amenés maintenant au pont.
Et après, nous avons traversé à pied, on est passé par, il y a un chemin qu'on avait créé là. Christian Tchami, que nous avons convié sur ce plateau, va nous décrire un peu ce chemin-là, quel a été son calvaire durant toute la nuit d'avant-hier et la nuit d'hier. En tout cas, on le verra tout à l'heure. Petite réaction, Yingem Moyo. Ce sont des aventures terribles qu'ont vécues ces personnes. Et comme je le dis toujours, il faut que les Camerounais apprennent à s'écouter. Lorsqu'on dit qu'il y a des possibilités, qu'il y ait des inondations, par exemple en zone urbaine, personne n'en tient compte. Et vous voyez bien que le pont s'écroule en saison de pluie. Ce pont s'est écroulé en saison de pluie. Il y a eu de l'eau, il y a un passage, c'est un passage d'eau. Donc il y a eu un fouillement quelque part sur une structure qui était mal faite, visiblement. En tout cas, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Ce qu'il faut, c'est que les Camerounais puissent s'écouter, parce que lorsqu'on s'écoute, on peut éviter des catastrophes. Petite réaction à ce récit? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la victime. Et hier, sur le site même de Manaï, aux environs de 16 h, nous avons reçu l'afflux des victimes qui ont refusé d'aller sur Douala. Donc, au cours des opérations de traversée, nous avons écouté beaucoup de témoignages, ceux qui ont traversé, qui ont marché sur les cadavres. C'est vraiment pathétique. Et il faut tout simplement que, face à ce genre d'événement, que nous montrons notre capacité, notre force morale du Cameroun à résister et à surmonter les épreuves. Nous allons prendre un dernier témoignage sur cet aspect, c'est-à-dire les événements des ECA, avec un journaliste habitué de nos plateaux, habitué de tous les plateaux médiatiques, de tous les plateaux de télévision au Cameroun. C'est Parfait Siki qui, lui, a continué son voyage. Il partait de Yaoundé pour Limbé. Il a dû emprunter le train pour Douala. Il y a eu cet incident à Ezeka, mais malgré cela, malgré cet obstacle, il a continué son chemin. Il nous en fait le récit au téléphone. Il est joint au téléphone grâce à notre réalisation depuis Limbé. Parfait Siki, bonsoir si vous nous écoutez. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le train? Comment vous y êtes-vous retrouvé? Est-ce que le train était surchargé, comme on le dit, depuis la survenue de ces événements? Je salue tous les téléspectateurs de Canal 2 International à ce moment de grande émotion et de recueillement. Le quotidien de l'économie aurait pu être gravement frappé dans cet accident. Effectivement, toute la rédaction de Yaoundé était dans ce wagon, dans ce train qui a déraillé à Ezeka. Nous étions tous partis pour une retraite professionnelle à Limbé. La rédaction de Yaoundé devait rejoindre celle de Douala à la gare de Bessengue et nous devions nous rendre à Limbé pour travailler sur les perspectives qui s'offrent pour notre journal. Il se trouve justement qu'à Ezeka, le drame que vous connaissez s'est produit. Nous avons une chance incroyable. Aucun membre du quotidien de l'économie n'est concerné par la mort ou bien les blessures. Nous sommes tous sortis indemnes, sains et saufs, alors que nous n'étions même pas dans le même wagon. Nous étions dans des wagons totalement différents. Je ne peux pas savoir si les wagons étaient chargés. Je ne peux témoigner que de ce que moi j'ai vu. Quand nous sommes arrivés au matin, il y avait une très grande affluence. Je suppose que c'était dû à la rupture de la route Yaoundé-Douala et les passagers ont rallié la gare ferroviaire pour essayer de rejoindre. Donc nous étions nombreux pour accéder à l'aérogare, à la gare, au hall de la gare. C'était compliqué et pour accéder au quai d'embarquement, ça l'était encore plus, mais nous avons réussi à y accéder. Quand nous sommes arrivés, nous avons été bien dirigés par le personnel de la Camraï vers notre wagon. Notre wagon, il y avait le personnel de Camraï qui nous attendait à l'entrée. Nous avons présenté nos tickets de voyage et puis nous avons accédé à notre wagon. À l'intérieur, il y avait des places qui nous étaient réservées. Nous les avons trouvées, on s'est assis. Mais il y avait également des places vides. Je peux vous assurer que nous avons voyagé avec une ou deux places qui étaient encore vides dans notre wagon. J'ai même d'ailleurs constaté que certains voyageurs ont payé sur place même leur ticket. Ils ont reçu
un ticket pour cette opération-là. Donc, ça veut dire qu'il y avait des places disponibles. Merci Nicolas Parfait Siki pour ce témoignage, mais il faudrait peut-être revenir aux origines de l'affaire. Le ministre Mobongo le signalait tout à l'heure. Pour qu'il y ait cette catastrophe au niveau des ECA, il a fallu qu'il se soit produit cet incident à Manaï, dans la localité de Matom, dans la commune de Matom. Et nous avons quelqu'un qui a vécu les faits au niveau de Manaï et qui a traversé pendant toute la nuit, qui a essayé de traverser pendant toute la nuit par les voies de contournement et qui est finalement sur ce plateau. C'est un journaliste, c'est Christian Tchabmi. Il est le coordonnateur de la rédaction de Yaoundé, du Messager à Yaoundé. Christian, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à notre panel. Et surtout, la couleur de ma tenue traduit l'émotion qui est la mienne, que je partage avec tout le peuple camerounais en ce jour de deuil, en ces moments difficiles à vivre et ce que j'appelle l'hécatombe. Il y a longtemps que cela n'était plus arrivé. Je profite de la tribune qui m'est offerte pour exprimer à toutes les familles des personnes disparues et toutes les familles éplorées toutes mes condoléances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faites-nous un peu le récit de ce qui s'est passé pendant cette nuit. À Manaï. À Manaï. Bon, à Manaï, c'était une nuit sans repos où il y avait deux entreprises qui font dans le bâtiment et travaux publics, notamment Route d'Afrique, pour ne pas la citer, et GA Satom, je crois bien. Je crois que Martial m'arrêtera si je me trompe. Les deux équipes étaient dans les deux flancs c'était devenu la rivière, c'est-à-dire il y avait une partie, la partie de Yaoundé et la partie de Douala, et c'est à cela que les deux équipes s'affairaient pour le rétablissement de la buse. Mais l'essentiel du travail au départ, je crois que j'ai partagé cette petite expérience avec certains confrères dans des forats où je suis inscrit, c'était de rétablir la circulation avant le lever du jour. Et c'était vraiment difficile parce que, autant du côté de Yaoundé, il y avait une file interminable. Et je peux vous dire que la file interminable de véhicules, le gros était constitué d'engins lourds. On se demandait, est-ce qu'on va arriver à faire traverser cela, vu que le début de l'ouvrage était à bien d'égards inquiétant pour nous. On se posait, nous ne sommes pas des ingénieurs, des techniciens, on se demandait bien si ce petit conteneur qu'on a mis pour canaliser juste l'eau va supporter le poids. Et toute la nuit, on a passé le temps à rembler. Une fois que le conteneur a été posé, on remblait les deux extrémités du conteneur pour le stabiliser. Une fois qu'il y avait des agrégats, je crois bien que c'est ça l'expression, les agrégats qui étaient projetés pour contenir... Et vous viviez la scène? Oui, je vivais la scène en direct avec un confrère, pour ne pas le nommer, Frégis Bertrand Choutat, le coordonnateur de la nouvelle expression à Yaoundé. Donc on vivait la scène et on se déplaçait. C'était dans une ambiance et de tension parce qu'entre-temps, je crois que Martial l'a souligné tout à l'heure, il y avait une voie de contournement à l'extrême droite où des personnes qui avaient refusé carrément de reprendre la route pour Douala revenaient. C'était difficile parce qu'il fallait faire carrément c'était un peu comme c'était un travail à la chaîne, accompagné par les forces de police, le poste de gendarmerie de Matom, je crois. Il y avait tous les éléments, ils ont mobilisé tous les éléments. Et il y a une image lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, après l'escale dans la forêt à Macaque, j'appelle ça une escale de forêt parce que ça a été un dur labeur qui était de Yaoundé pour Ngoumou, Ngoumou pour Nom, on appelle ça Nomga, Nomga pour Minka, Minka pour Macaque et Macaque pour Ezeka. C'était juste une escale. Donc la nuit a été une nuit faite de boulot, d'intenses émotions, parce que tout le temps il fallait prendre des nouvelles, donner des nouvelles. Et l'image, pour revenir à cette image-là, c'est l'image d'une femme qui est dépitée. Elle est exténuée, elle transporte, elle arbore un petit shirt avec avec maculé de sang, et elle transporte un bébé. Elle a son bébé, mais elle va à un enterrement. Et le corps est là dans le cercueil, et il est posé là avec l'image, le grand portrait
la disparue, de la défunte au-dessus. Et on est en train de transporter cela. Une fois que les membres de la famille sont dépités et se disent mais c'est quoi ce calvaire, ils ont décidé de porter le cercueil sur la tête, passer par la voie de contournement qui n'est pas une voie en elle-même parce que ce sont des troncs d'arbres qu'on a abattus et qu'on a tenté de faire en sorte qu'il y ait un relais entre ceux, pour jouer un peu comme cela se passe dans zone transfrontalière entre une localité ou bien un pays et un autre. Une sorte de pont de singe. Voilà, pont de singe, merci Roger. Une sorte de pont de singe où il fallait faire attention parce qu'il ne faudrait pas créer un incident dans l'incident. Donc c'était toute une ambiance et on est resté là jusqu'à 13h, 11h30, 12h lorsqu'on quittait les lieux. Et enfin, le premier véhicule pouvait traverser, quittant principalement le premier qui a été choisi, c'était celui d'un gros porteur qui avait des petites palettes qui traversaient ce pont. Voilà, merci, c'est ça l'expression consacrée, qui traversait le pont. Et voilà ce qu'on a vécu et je peux vous dire que c'était une épreuve difficile. Très difficile. Ça se sent bien dans votre récit, les événements consécutifs à la rupture de cette buse métallique au niveau de Manaï, mais je voudrais signaler que la circulation est rétablie au niveau de Manaï un peu après le début de cet après-midi, disons vers la fin de cet après-midi. On a rétabli la circulation de ce côté-là et nos équipes sont descendues sur le terrain à Manaï, dans la commune de Matom, pour vérifier avec ces images-ci que tout est rentré dans l'ordre, en tout cas provisoirement. Nous sommes ici à Matombe, ce village du Cameroun situé à 21 km de Boumiébel et qui est sorti de l'anonymat depuis les premières heures du 21 octobre dernier, car ici, oui ici, une buse s'est effondrée en causant la fracture ou la division de la route Douala-Yaoundé. Suite aux instructions du gouvernement, des entreprises Sogea Satom et Road Afrique en charge des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 3 sont à pied d'œuvre pour rendre cette route de nouveau praticable. Toutefois, les populations s'impatientent car ici, aucune voie de contournement n'est proposée. Au lendemain de cet incident qui n'a pas causé des pertes en vies humaines, mais d'énormes pertes économiques du côté des agences de voyage, des opérateurs économiques locaux et étrangers, car vous pouvez le voir, des camions sont garés de part et d'autre de l'As Douala-Yaoundé. C'est la machine économique du Cameroun qui est immobilisée. Nous allons à la rencontre d'un de ces camionneurs immobilisés ici depuis la survenue de cet incident qui a créé la fracture, la division sur la route Douala-Yaoundé. Bonjour monsieur. Oui madame, bonjour. En passant d'abord, je sens d'abord une très grande fatigue. Parce que j'ai d'abord fait 2 jours en Tui, au problème de route. Je quitte en Tui, j'arrive là à 23 h. La route est bloquée. On ne parvient même pas à... Ça dit que même à manger, nous sommes dépassés. Même il n'y a pas de nourriture. On nous vend ce que le peu de nourriture qu'on vient là. Si c'est une nourriture de 500 francs, on nous vend à 3000 francs. La bière, on multiplie le prix par 2. Nous sommes là comme ça, la fatigue et la famille, tout est bloqué. Tous nos camions sont bloqués. Voilà, comme tu vois là. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour assurer la sécurité de votre cargaison? J'ai réfléchi à tout ce qui m'est arrivé depuis là. Même prendre les mesures de sécurité, pour le moment, je n'ai pas encore de mesures pour le moment. 2 heures plus tard, après notre arrivée, les travaux qu'on nous dit ici provisoires permettent déjà de faire un premier essai. Voici les véhicules considérés comme les cobayes qui doivent attester de la fiabilité de l'ouvrage qui vient d'être réalisé sous le regard des autorités. La solution pour laquelle nous avons été, c'est de prendre un conteneur 40 pieds que nous avons renforcé et autour duquel nous avons fait un bloc technique en matériaux drainants pour résoudre la double problématique qui a certainement été ou bien probablement été à l'origine de l'effondrement de la précédente buse, c'est-à-dire l'érosion progressive de ce bloc technique. Donc avec ce matériau qu'on met, au moins sur cette phase provisoire, ça permettra un drainage des eaux le long de l'ouvrage. Tout ce que nous pouvons dire à la population, c'est que la circulation est rétablie effectivement. Il reste encore des travaux résiduels à faire, mais l'essentiel est fait. L'on peut circuler entre Douala et Yaoundé. Du côté des usagers de la route, on pousse des cris de soulagement. Je suis vraiment fier du président parce que directement, dès qu'il a compris qu'il y a eu un problème comme ça, vraiment, toute l'équipe est descendue sur le terrain avec le pouvoir public pour la sécurité d'abord des Camerounais,
vraiment, je suis vraiment fier. Après une nuit de travaux réalisés par les sociétés Route d'Afrique et Sogea Satom, depuis 13 h de ce 22 octobre 2016, la circulation a repris de plus belle ici à Matombe. Et c'était Viviane Dangue et Constant Kamga qui se sont rendus au point kilométrique numéro 68 de l'axe lourd Yaoundé-Douala, la route nationale numéro 3. Vous avez donc entendu, chers messieurs, la circulation est rétablie. Un petit commentaire avant le premier retour d'antenne à Douala. Mon commentaire par rapport à ces événements, c'est je félicite les populations de Manaï qui se sont mobilisées pour organiser la traversée piétonne qui a permis d'éviter la rupture totale entre Yaoundé et Douala. Parce que grâce à ces jeunes qui ont abattu les arbres, qui ont étalé les branchages, déchargé les caillebotis qui étaient sur les camions et organisé un platelage et avec l'appui de la gendarmerie fait traverser les populations des deux sens. Grâce à ça, même les victimes de l'accident du train se sont retrouvées à Yaoundé pour être prises en charge. Yimlen Moyo, optimiste aussi? Pas optimiste, mais quand je vois le travail qui a été fait en une nuit, je ne peux que les féliciter. Ils le disent eux-mêmes que c'est du provisoire. Donc, ça veut dire que le gros reste à faire. On va questionner. Mais pour l'instant, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique, des problèmes ont été résolus. On va questionner les solutions à moyen et à long terme tout à l'heure. Après ce deuxième retour d'antenne à Douala, nous allons revenir ici pour véritablement rentrer dans les premières mises en perspective de ces événements-là. Ce sera toujours avec nos invités. Caroline Melon. Rodrigue nous a rejoint sur ce plateau. Rodrigue Sofo, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous êtes Crisis Manager PR et avec vous on va analyser l'aspect communication autour de cette crise, ce drame donc survenu dans deux lieux dans la vie, sur l'ensemble du territoire du Cameroun, sur le Cameroun, hier donc dans ce département d'Union Équilibre. Julio Trésor Tanon, bonsoir. Bonsoir Carole. Chef d'ex-société de Canada International, ce drame a écourté votre congé annuel et vous êtes donc avec nous aujourd'hui. Ce samedi, vous avez fait un tour du côté des familles des victimes. Est-ce qu'on peut déjà coller quelques images à certains des passagers morts à bord de ce train qui a déraillé du côté des ECA? 3 familles que vous avez rencontrées pleurent leurs proches. Est-ce que l'ambiance, comment est l'ambiance? Faut dire que c'est un exercice qui a été d'ailleurs très difficile. Et la première victime que nous avons pu identifier, c'est la jeune Vanessa Ngafo, qui, donc, grâce à un post de son oncle sur Facebook, son oncle Napitani, qui réside aux États-Unis d'Amérique, donc grâce à son post, où il fait d'ailleurs un témoignage très fort. La fille n'avait que 23 ans, et elle était étudiante en 2e année master. Et voilà, le post nous a permis d'entrer en contact avec ce chef de famille Wanyapi à Babadou, c'est dans le département des Bamboutous, et il nous a orienté vers la tante de Ngafo, qui réside au quartier Cité-Sic ici à Douala, et l'ambiance est vraiment triste de ce côté-là. Avant d'écouter sa tante, Chetou, il faut dire que Vanessa voyageait à bord de ce train avec sa camarade, sa copine, qui s'en est tirée. Elle se trouve actuellement à Douala et elle suit quelques soins et elle venait donc rendre visite à sa tante. Malheureusement, elle n'a pas pu arriver jusqu'à bon port et la copine est très traumatisée, mais avant d'avoir ces interventions, puisqu'elle nous l'a promis, nous écoutons l'attitude de la tante Jouvencel que nous avons rencontrée au quartier Sicam, très touchée. Mon état ici ne me permet pas de faire n'importe quoi. Là, cette fille est partie. Vous pouvez vous rendre compte que quand cette fille arrive ici à la maison, elle prend toutes ses petites sœurs. Elle balade les enfants. Elle vient me dire, maman, tu ne vois pas que tu allais faire ci, tu allais faire ci. Ma fille, j'ai dit, je ne savais pas. Là, voilà, aujourd'hui, avec ma sœur, elle est partie. Elle n'a jamais échoué. Cette fille a été toujours une fille brillante.
une fille brave de l'école, une génie de ma famille. On n'aura même plus jamais une fille comme elle. Papa, je ne sais quoi vous dire. Je ne sais quoi vous dire. Oh, ma copine. En plus, cette fille et moi, ma fille et moi, on s'appelait toujours ma complice. Maman, tu ne vois pas que je te ressemble avec la beauté? Maman, je suis ci, je suis ça. Papa, quand tu perds cette fille à cet âge, avec ma sœur de... Papa, qu'est-ce que tu peux encore faire aujourd'hui? Alors, Carole, il faut tout simplement comprendre que si le domicile est un peu désert, c'est tout simplement parce que Vanessa Ngafo est née à Bafan et la grande famille donc, se trouve de ce côté-là et porte d'ores et déjà le deuil, dont l'ambiance telle qu'on nous a décrit au téléphone là-bas également est insupportable. Et dans la même zone estudiantine que celle où réside la tante de Vanessa, il y a une autre famille qui pleure, cette fois un jeune, Cédric Kameni, 24 ans. Lui aussi, il faisait partie des passagers de ce train. Voilà justement au lieu dit immeuble des officiers, c'est toujours à la cité Sicam. Cédric Kameni partait rendre visite à Yaoundé à un ami et il rentrait donc pour effectuer des courses avec sa maman le lundi malheureusement il ne fera pas ces courses-là et nous avons rencontré donc la famille également très touchée, le deuil comme ça se fait chez les Bamileke également se vit de ce côté-là et je vous propose justement quelques extraits qu'on a pu recueillir cet après-midi. Il est quitté lundi pour aller visiter son ami. Il devait rentrer hier. Ce n'était pas pour quelque chose. Je suis arrivé ici à Goa et je ne savais pas que c'était comme ça. Mais elle m'a prévenu dans les 15 heures, on m'appelle, on me dit que Cédric est mort. Je me suis demandé par quelle façon il est mort. Je ne savais pas. On me dit qu'il a fait l'accident à Ezeka, dans le train. Je suis désolée. Je ne savais pas quoi dire. Parce que dès qu'on m'est arrivé ici, je venais me voir pourquoi on a aujourd'hui faire mes courses. Je ne sais pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Et voilà, et Carole, non loin de ce domicile où on porte le deuil, un autre domicile, au lieu dit église adventiste du 7e jour. C'est monsieur Mba, Pierre, 65 ans, qui a aussi perdu la vie. Il faisait partie des passagers à bord de ce train qui a déraillé. Et il était d'ailleurs le chef de la famille que nous avons rencontré cet après-midi également, très touché. Et nous avons pu approcher son beau-frère, il s'appelle Gilbert Niambi, qui malgré la douleur a accepté de se confier à nous. Prends une photo de papa là. J'ai eu la nouvelle d'une manière terrible. J'ai un collaborateur qui est aux États-Unis, James Besson, qui m'a envoyé en mi-journée, qui m'a envoyé, avant même que l'on ne sache ici, qui m'a envoyé des images, et j'étais très très surpris. Donc surpris, là ma femme m'appelle pour me dire il se passe que Pierre était
ce train-là, et depuis on l'appelle, il ne réagit pas. Donc j'ai couru immédiatement, j'ai pris mon épouse, nous sommes venus là. Et ben, nous avons donc dû dépêcher les enfants pour qu'ils aillent s'enterrer. Vers 20h30, les enfants nous appellent pour nous dire qu'effectivement, ils venaient retrouver le corps de leur père à la morgue de l'hôpital du district. Est-ce que les familles sont déjà entrées en possession des corps? Pour l'instant, aucune famille, pour dire vrai, n'est entrée en possession de son corps. Même les corps qui ont été identifiés ont tout simplement été gardés ou admis à la morgue de l'hôpital central, des différents hôpitaux. Mais pour la plupart, ceux qui n'arrivent pas à identifier, ils rôdent. Il est carrément impossible mais on leur fait savoir aux familles que l'État certainement devrait prendre des mesures pour que peut-être on va assister à une sorte d'inhumation avec peut-être des hommages qui vont suivre, mais les familles sont justement sous le choc parce que on fait le deuil, ça envoie peut-être le corps. Certains se disent, voilà, par exemple, la tante de